Au sommet du globe se trouve un océan prisonnier d'une glace implacable, un désert glacé et désolé où les températures descendent en dessous de -50°C. Pendant des siècles, cet environnement brutal a vaincu les explorateurs les plus ambitieux, réduisant en miettes les coques d'acier traditionnelles. Pourtant, aujourd'hui, une seule et même classe de navires colossaux sillonne régulièrement cette étendue sauvage impénétrable, brisant sans effort des plaques de glace de plus de 3 mètres d'épaisseur. Il s'agit des brise-glaces nucléaires russes de classe Arktika, menées par les navires de la classe 50 Let Pobedi et les plus récents fleurons du projet 2220. Opérant là où le diesel conventionnel gèlerait et où les navires classiques resteraient immobilisés, ces titans des mers possèdent une autonomie quasi illimitée. Ils ne se contentent pas de s'adapter à l'Arctique, ils le dominent, représentant la solution d'ingénierie ultime face à l'un des obstacles géographiques les plus hostiles de la planète. Pour comprendre pourquoi l'énergie nucléaire est absolument indispensable pour atteindre le pôle Nord, il faut d'abord examiner les principes physiques fondamentaux du brise-glace. Les navires diesel traditionnels sont confrontés à une loi logistique fondamentale. Plus ils consomment d'énergie, plus ils doivent embarquer de carburant. Le franchissement des immenses banquises polaires exige une dépense d'énergie considérable et continue. Un brise-glace lourd classique consommerait des centaines de tonnes de carburant par jour, ce qui signifie que sa coque serait principalement occupée par d'énormes réservoirs de carburant, au détriment de l'espace de chargement ou des opérations. Pire encore, le navire serait contraint de retourner au port ou de recourir à des opérations de ravitaillement périlleuses en haute mer toutes les quelques semaines. Dans l'Arctique profond, où le ravitaillement est impossible et où les conduites de carburant gèleraient instantanément, le recours aux énergies fossiles est une impasse logistique. L'énergie nucléaire élimine complètement cette contrainte, remplaçant des milliers de tonnes de diesel par quelques centaines de kilogrammes d'uranium enrichi. Cette transition vers l'énergie atomique transforme le navire classique en une centrale électrique flottante autonome, capable de fonctionner jusqu'à 5 ans sans jamais toucher terre. Le cœur de ce chef-d'œuvre d'ingénierie réside au plus profond des ponts inférieurs lourdement blindés, autour de réacteurs à eau pressurisée modernes, rythme 200 ou OK900A. Son fonctionnement repose sur une réaction en chaîne de fission nucléaire extrêmement contrôlée. À l'intérieur du cœur du réacteur, les atomes d'uranium se scindent, libérant une immense quantité d'énergie thermique. Cette chaleur est transférée à un circuit primaire d'eau sous haute pression qui circule autour du cœur. Maintenue à une pression extrême, l'eau reste liquide même lorsque sa température dépasse largement les 300 degrés Celsius. Cette eau surchauffée est ensuite acheminée vers un générateur de vapeur, où elle transfère son énergie thermique à un circuit secondaire d'eau totalement indépendant. Dans ce circuit secondaire, la pression étant beaucoup plus faible, l'eau se vaporise instantanément en vapeur à haute pression et à grande vitesse. Cette vapeur propulsée actionne d'énormes turbines, les faisant tourner à des milliers de tours par minute pour générer une immense énergie mécanique et électrique. Ce processus crée une réserve de puissance considérable, fournissant jusqu'à 60 MW de poussée pure directement au système de propulsion. En isolant l'eau en contact direct avec le cœur du réacteur radioactif de celle utilisée pour faire tourner les turbines, les ingénieurs garantissent la sécurité totale du système de propulsion et l'absence de fuite radioactive, protégeant ainsi l'équipage et le fragile environnement arctique. L'immense puissance de ce système permet au navire d'utiliser un système de propulsion turboélectrique d'une robustesse exceptionnelle. Au lieu de relier directement les turbines à vapeur aux arbres d'hélice par des réducteurs mécaniques fragiles, les turbines entraînent de puissants générateurs électriques. Ces générateurs produisent une quantité considérable d'électricité qui alimente d'énormes moteurs électriques dédiés à la propulsion des 3 imposantes hélices en acier massif du navire. Cette configuration offre un avantage opérationnel crucial. Les moteurs électriques délivrent instantanément un couple maximal, une caractéristique absolument vitale lorsque le navire se débat contre des millions de tonnes de glace polaire dense. Si les hélices rencontrent un blocage soudain ou une importante crête de glace sous-marine, les moteurs électriques peuvent instantanément inverser leur sens de rotation ou modifier leur puissance sans risque de calage ni de rupture de la transmission mécanique. Au-delà des machines, l'architecture physique de la coque elle-même représente un modèle d'ingénierie des transports spécialisés. Un navire standard est conçu avec une proue fine et effilée, destinée à fendre l'eau avec précision, minimisant la résistance pour maximiser la vitesse.
Si un tel navire venait à heurter une épaisse couche de glace polaire, son élan enfoncerait la proue dans la banquise, bloquant le navire ou déchirant son blindage. Un brise-glace nucléaire présente une conception radicalement différente, voire contre-intuitive. Sa proue est large et sa proue inclinée, légèrement effilée, ressemble davantage à une cuillère qu'à un couteau. Lorsqu'un brise-glace entre en collision avec une banquise, il ne tente pas de la fendre horizontalement. Au contraire, l'immense poussée de ses moteurs nucléaires propulse sa proue inclinée vers le haut jusqu'à la surface de la banquise. Le navire émerge littéralement de l'eau, utilisant son déplacement massif de plus de 25 000 tonnes comme une arme. La force colossale de la gravité fait le travail, forçant la glace vers le bas jusqu'à ce qu'elle se brise sous le poids du navire. Ce processus se répète continuellement à mesure que le navire avance, créant dans son sillage une voie dégagée de glace brisée et d'eau libre pour le passage des cargos. Pour éviter que la glace brisée ne se coince immédiatement contre les flancs du navire et ne freine sa progression, la coque est recouverte d'une peinture polymère spéciale à très faible friction. Ce revêtement de haute technologie réduit au minimum la friction entre le blindage en acier et la glace. De plus, la coque n'est pas à flanc plat. Sa coque présente une géométrie subtilement évasée. La partie la plus large du navire se situe près de la proue, ce qui signifie qu'une fois que l'avant du navire brise la glace et la dépasse, la coque restante s'affine légèrement vers l'intérieur. Ceci crée une étroite zone tampon d'eau libre le long des flancs du navire, réduisant considérablement le risque que la banquise polaire ne l'enserre violemment. Face à des crêtes de pression exceptionnellement denses et persistantes, pouvant atteindre plusieurs mètres au-dessus de la surface, même une poussée nucléaire de 60 MW et une proue en forme de cuillère pourraient ne pas suffire à les briser du premier coup. Pour ces scénarios extrêmes, les ingénieurs ont intégré un système de ballast interne très sophistiqué. Le navire est doté d'un vaste réseau de réservoirs interconnectés, disposés le long de ses flancs bâbord et tribord, ainsi qu'entre la proue et la poupe. Des pompes à haut débit peuvent transférer des centaines de tonnes d'eau à travers le navire en quelques minutes. En déplaçant rapidement cet immense volume d'eau, l'équipage peut provoquer intentionnellement un violent mouvement de roulis ou de tangage. Ce transfert de poids dynamique fait tanguer le navire latéralement ou l'incline d'avant en arrière, utilisant sa propre masse pour broyer et briser la glace tenace qui le bloque. Exploiter des environnements extrêmement froids représente un autre défi technique majeur: les systèmes de refroidissement du navire. Un navire classique aspire l'eau de mer ambiante dans des échangeurs de chaleur interne pour refroidir ses moteurs et ses systèmes auxiliaires. Dans le haut Arctique, cependant, aspirer de l'eau proche de zéro représente un risque important. Les prises d'eau peuvent facilement se boucher avec de la neige fondue, de la glace de fragile et des blocs compacts, privant ainsi les machines critiques du navire d'eau de refroidissement et risquant un arrêt moteur catastrophique. Pour résoudre ce problème, les brise-glaces nucléaires utilisent un système de recirculation d'eau de mer. Une partie de l'eau chaude, rejetée par les circuits de refroidissement interne du navire, est redirigée vers les prises d'eau. Cette injection continue d'énergie thermique fait fondre toute glace entrante avant qu'elle n'obstrue les grilles, assurant ainsi un flux d'eau ininterrompu vers les systèmes secondaires du réacteur nucléaire. L'intégrité structurelle requise pour résister à ces collisions violentes et continues est sans précédent dans la construction navale commerciale. La coque est construite à partir d'alliages d'acier spéciaux à haute résistance et résistants au froid, conçus pour conserver leur élasticité et leur robustesse même exposés à des températures aussi basses que -50 degrés Celsius. L'acier conventionnel devient cassant par grand froid, ce qui le rend sujet à des fractures soudaines sous l'impact. La coque du brise-glace, en revanche, présente une structure interne incroyablement dense. Des membrures transversales et des longerons massifs sont étroitement imbriqués, créant une grille interne qui absorbe et répartit les immenses forces d'impact localisées sur toute la structure du navire. À la ligne de flottaison, là où les impacts de glace sont les plus violents, la coque est renforcée par une ceinture de glace, une zone où le blindage en acier atteint jusqu'à 5 cm d'épaisseur, renforcée par des barres d'armature en acier massif. Si vous avez trouvé cette plongée fascinante dans l'ingénierie des transports extrêmes, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires approfondis sur les machines les plus puissantes du monde.